beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup de parler de ce sujet ce soir. Quel sujet au pluriel? Les traumatismes, Pessard, ça fait un petit peu ambitieux. Alors avec humilité, je vais essayer de vous transmettre des choses qui m'ont paru importantes cette année, des choses auxquelles j'avais pas pensé de cette façon-là avant. Peut-être parce que moi-même, je n'avais pas vécu de traumatisme à proprement parler, donc je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. C'est vrai que quand on entend traumatisme et qu'on n'en a pas vécu, on a l'impression que c'est une sorte d'épreuve grave, en gros. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est très particulier, c'est un peu une catégorie à part, et je différencie aujourd'hui vraiment le traumatisme de l'épreuve. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Je voudrais dédicacer ce cours enfin ce cours, cette conférence, cette transmission à Dan Ben Gila Zehava, dont ça va être bientôt les 11 mois. Et puis globalement à toutes les victimes du 7 octobre, de près ou de loin. Et une grande pensée à nos otages qui, j'espère, vont revenir. Alors, je vais vous donner mes références parce que je t'entends pas. Par contre, Yardena, là, tu m'entends Non, toi? j'ai dit amen et merci pour la dédicace, c'est très important. Je vais vous donner quelques références si vous avez envie d'approfondir le sujet et vous dire un peu sur quoi moi je me suis basée. Donc, je me suis basée sur les travaux d'une dame, d'une grande dame, une psychiatre qui s'appelle Judith Herman Lewis, qui a écrit Reconstruire après les traumatismes, qui est un ouvrage capital dans le monde du traumatisme. Et un psychiatre français qui s'appelle Michel Chitkat, qui a beaucoup traduit ses écrits de l'anglais au français, parce qu'elle elle est aux États-Unis, donc lui, il a beaucoup travaillé en français. Et il y a une interview que je vous invite, mais chaudement, que je recommande chaudement, c'est l'interview justement de ce docteur Michel Chitkat par Fabrice Midal. Donc vous l'avez en podcast et en YouTube. Et enfin, la Haggadah. Tout simplement. Alors, par quoi on commence? J'ai beaucoup de choses à vous dire et ça tombe bien, c'est le champ lexical de Pessar. Pessar, Pessar, la bouche qui converse. La Haggadah, ça vient du verbe leagid, dire en hébreu. Et enfin, cette année, 5785, qui est donc traduite numériquement en hébreu par la lettre Tav, Shin, P et He. Et si vous observez, ça fait aussi le mot Safa, donc la langue qui est parlée, et P, encore une fois, la bouche. Donc cette année particulièrement, on est vraiment, vraiment dans le champ lexical de la parole. Et la parole, elle doit se libérer pour guérir du traumatisme. Ça, on l'imagine bien. Alors après, moi, je me suis souvent dit, ouais, mais nous, les Juifs, on répète chaque année nos malheurs, ce qu'on a vécu, les choses difficiles. Est-ce que vraiment, au fond, c'est une bonne chose de se répéter tous les ans, se répéter encore et encore, tout ce qu'on a traversé? Ok, on a été résilient, mais bon, quand même. C'est une question que je me suis posée, moi, personnellement, un peu critique à l'égard de mon peuple, normal. Et je dois dire que j'ai l'impression d'y avoir répondu cette année, donc je suis super contente. Et je vais vous dire, non, en fait, on ne fait pas que répéter. Enfin, on n'est pas censé faire que répéter. Mais on va y revenir un tout petit peu après. D'abord, je veux faire un point sur le traumatisme, justement pour qu'on parle la même langue. Alors, qu'est-ce que c'est le traumatisme? J'ai choisi une définition très simple du docteur Pierre Janet, qui parle de perte d'orientation dans le temps et dans l'espace. Et c'est vraiment ce qui est particulier avec le traumatisme. Je vous disais, c'est pas une épreuve classique. Ce qui a vraiment de très perturbant dans le traumatisme, c'est le fait que je sais que ça s'est passé. Peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 200 ans, je sais que ça s'est passé. Mais je continue de me comporter comme si c'était actuel, comme si c'était présent. Et donc j'ai trouvé cette définition très juste, cette perte d'orientation dans l'espace et dans le temps. Dans le traumatisme, il y a une notion de débordement, c'est-à-dire que les capacités psychiques vont être saturées, elles vont être débordées. Et il y a aussi une notion de sidération et d'impuissance, c'est-à-dire que quelque chose va m'arriver, un événement auquel je ne vais pas pouvoir réagir
de la façon dont je l'aurais voulu ou dont je le voudrais. Je vais être en quelque sorte paralysée ou alors on peut dire aussi figée. Et c'est là que je vous disais que je m'appuie sur les travaux de Judith Herman et de Michel Chitkat, c'est qu'ils parlent vraiment de figement. Et c'est un terme particulier. Euh, voilà, ils utilisent ce terme pour parler du traumatisme. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, selon eux, ce figement est de nature physiologique et non pas psychologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on fait en général, c'est qu'on donne l'exemple de la souris et du chat. C'est l'exemple qu'on donne de façon récurrente. Donc, qu'est-ce qui se passe? La souris est attaquée par le chat, ou elle va être attaquée par le chat. Le chat est trop gros pour la souris, donc elle ne peut pas attaquer, contre-attaquer le chat. Donc, soit elle fuit, soit, si elle ne peut pas fuir, elle se fige, en fait, sur place. Et là où c'est intéressant, c'est que la souris, à partir du moment où le chat s'en va, elle va se défiger instantanément. Mais nous autres êtres humains, nous avons cette capacité de se défiger, cette capacité de défigement qui est inscrite biologiquement en nous. Seulement, comme on a une représentation du monde, eh bien, on va pas se défiger instantanément parce qu'en fait, on peut avoir l'impression que le chat est toujours là alors qu'il est parti. On peut s'endormir avec le chat, se réveiller avec le chat, avoir des cauchemars de chat. Bref, c'est le propre des êtres humains. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible de se défiger, au contraire. Mais il y a des conditions pour ça. Et c'est là qu'on va revenir à nos agneaux de Pessah. Mais juste avant, un tout petit truc que je vous ai pas dit, c'est la grande distinction que fait Judith Herman entre les traumatismes de choc et les traumatismes de développement. Deux grands types de traumatismes. Donc, traumatisme de choc, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Ça peut être une attaque soudaine. Ça peut être j'apprends une nouvelle qui me choque. Ça peut être un viol, une agression. En général, c'est une chose qui arrive une fois. Ça peut être aussi une plaie qui s'abat sur nous soudainement, par exemple, ou quitter brutalement son pays à cause de la guerre. Ça peut être un traumatisme de choc. Traumatisme de développement, c'est ce qui arrive en général dans l'enfance, avant l'âge adulte de la personne, donc dans son développement tout simplement. Là, ici, il y a un aspect un peu plus chronique et ça va être une répétition d'actes qui vont peut-être être un petit peu moins impressionnants que dans le traumatisme de choc, mais qui pour autant vont être traumatisants. Vivre en esclavage pendant 210 ans, typiquement, ça peut être un bon traumatisme de développement. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au traumatisme. On s'en fiche dans l'histoire du traumatisme. On ne cherche pas à savoir si objectivement l'événement est traumatisant. Ce qui est important, c'est la façon dont le sujet va le vivre. Et ça, je vous invite vraiment à vous en souvenir, quoi que vous viviez d'ailleurs, même si c'est pas des traumatismes. Et ce qui est important, c'est la façon dont vous vivez les choses et ce que vous ressentez. Donc voilà, quand le chat est parti, les souris dansent. Ça, c'est la force qu'ont les animaux. C'est quand le chat s'en va, on se défige, on sort du traumatisme, c'est réglé. Pour les êtres humains, un peu plus compliqué. Et là, je vous ai dit, on revient à Pessar. Et quel est le rapport? C'est vrai, quel est le rapport traumatisme, Pessar? Bon, évidemment, on sait que l'histoire de Pessar, de la Haggadah, l'histoire qu'on raconte chaque année, n'est pas très gaie. On comprend que les Hébreux, nos ancêtres, ont traversé de nombreux traumatismes. On comprend qu'ils ont vécu des choses très difficiles. Évidemment, on met l'accent sur notre gratitude, on met l'accent sur notre résilience, sur le fait qu'on a été accompagné, sur le fait qu'on soit sorti d'Égypte, sorti de l'esclavage, ce qui est vrai. Et d'ailleurs, c'est très important qu'on mette l'accent là-dessus. Mais l'histoire en elle-même, elle est quand même assez, un petit peu compliquée, quoi. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le défigement, comment on fait pour sortir de nos traumatismes, puisque c'est le titre de la conférence et que c'est un peu pour ça qu'on est là, eh bien, il y a des conditions à mettre en œuvre, des conditions pour achever la réponse qui a été bloquée, en fait, qui a été suspendue. On voulait faire quelque chose et on a été empêché. Donc, la résolution du traumatisme, sa guérison, c'est un peu achever cette réponse. On a plusieurs conditions à mettre en œuvre pour
permettre le défigement. On peut pas on peut pas défiger quelqu'un, mais on peut l'aider. Et surtout en tant que thérapeute, on peut créer un espace avec donc plusieurs conditions, à savoir un cadre où le sujet se sente en sécurité. Et une réorientation dans l'ici et maintenant, puisqu'on a dit qu'il y avait une perte d'espace et voilà, une désorientation dans le temps et l'espace, on essaye de réorienter le sujet dans l'ici et maintenant. Le sujet va raconter son histoire, mais attention, pas seulement en parler, mais il va essayer en même temps de convoquer ce qu'on appelle les 5 facettes de l'expérience humaine, la conscience corporelle, diront certains autres, à savoir les mouvements, les émotions, les images, les sensations, les pensées. Donc, c'est pas simplement raconter, c'est vraiment essayer de convoquer quelque part, elle est encore plus simple, nos 5 sens en même temps. Et dernière condition, et on le voit en fait quand le sujet, quand on met ces conditions en place, on voit que le sujet en fait va finalement re-raconter son histoire, mais cette fois il triomphe de l'événement ou de la personne qui l'a mis à mal. Pessah. Alors après ce que je viens de vous dire, ces conditions à mettre en œuvre, moi il y a un truc qui m'a frappée quand j'ai commencé à penser à Pessah cette année et qu'on m'a dit, ah, il n'y a pas d'homme, Judith, il va falloir que tu lises la Haggadah. J'ai dit, ok, génial, moi j'adore, je demande que ça. Et donc je me suis replongée dans l'histoire de Pessah. Et je vous ai dit, je ne savais pas ce que c'était qu'un traumatisme. Cette dernière année, j'ai découvert et d'un coup, ça m'a frappée, en fait, frappée. Parce que ces conditions que je viens de vous énumérer, je me suis rendu compte qu'elles étaient présentes dans le Seder, en fait. Elles sont présentes dans la Haggadah. Tout est mis en œuvre pour qu'on se défige de nos traumatismes. Comme si nos sages avaient su, j'ai des frissons en vous en parlant, comme s'ils avaient su, comme s'ils avaient reconnu la douleur humaine, comme s'ils savaient qu'on allait repasser par des phases de ce type et qui nous avaient mis comme un mode d'emploi, en fait, pour se défiger du traumatisme. Parce qu'en fait, le traumatisme fait partie de nos vies. Il y en aura dans notre histoire, ça se reproduira, on ne pourra pas s'éviter ça. En revanche, on nous donne clairement un mode d'emploi. En tout cas, moi, j'ai pas pu le voir autrement que comme ça et j'ai ressenti une urgence de transmettre ça. Vraiment une urgence. Donc, je reviens sur ces conditions. Je vous promets que je vous mens pas. C'est incroyable. Donc, à Pessah, qu'est-ce qu'on fait en fait? On nous demande, c'est la seule fête où on nous demande de dire des choses pour s'acquitter. Pessah, Matzah, Maror. On nous demande de dire des choses. Donc, l'action de dire, de raconter, elle est claire, nette, précise. Ok. Mais on va pas faire que ça. On va manger les herbes amères. On se lave les mains, on casse la matzah, on montre l'os de l'agneau, on s'accoude pour boire. Donc, ça nous rappelle vraiment ces 5 facettes de l'expérience humaine, nos 5 sens, on les convoque tout en racontant cette histoire qui nous est arrivée, tout en racontant l'histoire de nos traumatismes. Et là, c'est beau aussi parce que, évidemment, Pessah, on est censé le faire en communauté. Et on a cette idée de groupe, en fait, qui va contenir cette expérience. On va se lier les uns aux autres. C'est Boris Cyrulnik aussi qui parle beaucoup du traumatisme et qui souligne l'importance d'être entouré, l'importance du lien. Donc c'est exactement ce que Pessah nous pousse à faire, nous réunir autour d'une table, raconter cette histoire, mais le faire ensemble comme pour contenir en fait, comme si le groupe contenait l'expérience. Et alors encore une autre chose, je vous parlais de réorientation dans l'instant présent. Et la Haggadah, elle commence pas avec le moment où les Hébreux crient vers Dieu et que Dieu se souvient de sa promesse et qu'il commence à agir. Elle commence pas comme ça. La Haggadah, elle commence par Al-Achma'ania. Voici le pain de misère. Donc en fait, la Haggadah, elle commence dans l'instant présent pleinement. Elle commence ici et maintenant. Et on regarde, voilà le pain de misère. C'est comme ça que ça commence. Et après, ce qui est extraordinaire,
C'est qu'on va pas non plus simplement nous raconter la sortie d'Égypte ou les 10 plaies. Non, non, non. D'abord, il y a comme une mise en perspective. On remonte à Abraham et on nous parle de Yitzhak et on nous parle de Yaakov. En fait, c'est comme si on nous faisait un arbre généalogique, encore une fois, pour nous resituer dans le contexte, mais aussi nous resituer par rapport à cette histoire, par rapport à ces traumatismes. Donc c'est assez intéressant comment la Haggadah a été écrite, mise en page, mise en ordre de cette façon-là, à vraiment nous resituer dans l'ici et maintenant et à nous inscrire non pas seulement, on nous dit pas seulement tu as été esclave, nous étions esclaves, on se définit pas seulement par notre traumatisme, on nous inscrit bien dans une histoire qui est bien plus longue que ça et qui veut dire bien plus long que tout ça. Donc c'est ce que j'ai trouvé aussi intéressant. Donc si on reprend les conditions, bah, vous pourrez voir qu'elles sont toutes présentes. La sécurité avec le groupe, convoquer les 5 sens, se réorienter dans l'ici et maintenant, et la dernière, triompher de son adversaire, de la personne qui nous a mis à mal ou de l'événement qui nous a mis à mal. Évidemment que c'est aussi présent dans la Haggadah. Alors ça, c'est sur certains et sur certains, avec l'ouverture de la mer Rouge, la façon dont les choses sont racontées est vraiment triomphale pour le peuple hébreu. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies dans cette Haggadah pour se défiger, pour sortir donc de nos traumatismes et pour se réorienter dans l'ici et maintenant, un ici et maintenant triomphal positif. Alors, on note aussi à quel point il y a de la gratitude dans ce récit avec le moment sur Dayenu, cela nous aurait suffi, où on énumère tout ce qu'on a eu comme bienfait en disant ça, ça nous aurait suffi, et même si tu n'avais pas fait ça, ça nous aurait suffi. Donc, il y a vraiment aussi cette qualité de gratitude qui, on le sait, est une clé du bonheur, est une clé aussi de la guérison. Donc, ça aussi, c'est présent. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ben, je vous ai dit beaucoup de choses. Ah oui, il me reste encore 2 points à voir avec vous. C'est que donc Pessah, c'est pas seulement une fête, c'est pas seulement quelque chose que l'on dit, et c'est quelque chose que l'on fait aussi, c'est une véritable expérience en fait. Pessah, elle a été conçue comme une expérience. Et qu'en fait, ça commence, si on regarde, on continue de regarder Pessah à travers le prisme du traumatisme et de la guérison de ce traumatisme, en vérité, ça commence pas qu'au Seder. Parce que là, je voudrais faire un petit lien. On nous a demandé de nettoyer nos maisons, de récurer, de faire des courses encore plus chères que d'habitude, d'acheter. Enfin, Pessah, les halachot, les lois, elles sont extrêmement précises, elles sont contraignantes. Je veux dire, il n'y a pas plus contraignant que Pessah dans toutes les fêtes du calendrier juif. Et cette histoire de Hametz, alors, quel est le rapport entre le Hametz et la Haggadah et l'histoire de Pessah? Alors, très souvent, on nous dit, oui, le rapport, c'est qu'en fait, Pessah, c'est l'humilité avec les matzot, et le Hametz, ben, c'est l'ego, c'est ce qui a gonflé, c'est le levain qui a gonflé, donc c'est interdit parce que ça représente l'ego, l'orgueil, et qu'il faut qu'on soit humble. Ok, mais pour autant, et là, il m'a semblé aussi faire un lien que j'avais pas fait auparavant. C'est-à-dire que tout celui qui a commencé une thérapie, quelle qu'elle soit, quel que soit le style de la thérapie, il sait à quel point, quand on commence une thérapie, l'orgueil, l'ego peut faire barrage, ce qu'on appelle résistance, ce qu'on appelle mécanisme de défense. C'est un empêchement énorme à la thérapie. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui commencent, mais les mécanismes sont tellement puissants, l'orgueil et l'ego est déplacé. Bref, c'est trop compliqué. Ils font marche arrière. Peut-être qu'ils reviendront, peut-être qu'ils reviendront pas. Mais donc, si on le voit sous le prisme de la thérapie, à nouveau, extraordinaire. On nous demande de nous nettoyer, pas la veille. Non, non, il faut préparer bien en amont. Débarrasse-toi de ça, ce qu'on pourrait appeler aussi des clipotes, des écorces, quelque chose qui nous empêche en fait. Débarrasse-toi de cet ego mal placé, de cet orgueil pour pouvoir accéder à la guérison, quelque part à la thérapie, pouvoir
sortir du traumatisme. Et reconnaît, pour pouvoir reconnaître, parce que autrement, si on ne fait pas ce travail sur nous, au moment où on nous dit avadim, esclave, c'est dur, on bloque, c'est pas évident. Donc pour pouvoir reconnaître cette condition d'esclave, et je faites toutes les métaphores que vous voulez par rapport à vos propres vies, euh, il faut quand même avoir fait un minimum de travail sur soi. Donc là encore, beauté de Pessar. Et dernière question que je me suis posée, en vérité j'en ai plein d'autres, je pourrais faire 10 conférences tellement j'ai de matière maintenant, mais une question importante que je me suis posée, c'est Pessah. Ok, on a dit la bouche qui converse, la bouche qui parle, ok. Et Pessah, dans tous les momentum de cette histoire de la Haggadah, dans tous les grands moments, on a choisi celui où Dieu passe au-dessus, parce que ça, c'est ce que ça veut dire, Pessah, passe au-dessus, il saute au-dessus, mais avec une idée de contourner en même temps. Donc il passe au-dessus des maisons, il frappe les maisons égyptiennes et il épargne la maison des Hébreux, auquel il a demandé au préalable de mettre le sang de l'agneau pascal sur l'encadrement de la porte. Et là, je me suis dit, ok, on a choisi ce moment-là pour nommer la fête. On aurait pu l'appeler de mille façons autres. Et je me suis dit, c'est marrant que Dieu, qui est tout-puissant, il ait besoin qu'on mette du sang, enfin qu'on fasse cet acte de mettre du sang sur l'encadrement de la porte. Enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit, est-ce que vraiment il avait besoin de ce signe visuel, Dieu? Et je me dis, non, en toute logique, non. En revanche, ceux qui en avaient sûrement besoin, c'est les Hébreux. C'est-à-dire, eux, ils avaient probablement besoin de faire cet acte pour prendre la responsabilité de leur propre sauvetage, la responsabilité de leur libération. C'est un bon thérapeute Dieu, hein. C'est-à-dire, il avait, il savait que pour vraiment sortir d'Égypte, en fait, il fallait qu'il le veuille, qu'il le veuille, qu'il le dise. I stand for this. Donc, je vais aller chercher un agneau, je vais aller prendre son sang. C'est tout il y a tout un travail derrière, c'est un processus, hein, c'est pas en 2 secondes. Pour encadrer ma porte, en fait, pour dire, ouais, moi, je veux ça, en fait. Et donc, ça souligne à quel point, dans mon sujet à moi, l'importance de la responsabilité euh, pour notre propre guérison. Alors, le traumatisme, on n'en sort pas juste parce qu'on le veut, on l'aura compris, il y a des conditions à réunir. En revanche, toujours, notre responsabilité, le fait de ne serait-ce, il y a certaines situations où la seule chose qu'on peut faire, la seule chose dont on est responsable, c'est d'être victime. Et c'est un peu ce qui se passe dans l'histoire de Pessah, c'est qu'on dit nous étions esclaves, on était victimes, on n'avait pas de responsabilité dans le fait d'être esclave. Pour autant, il fallait en arriver au stade où on serait capable de le reconnaître, il fallait en arriver au stade où on serait capable de prendre tout de même notre responsabilité. Et voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, il me semble bien. Bah, simplement mettre l'accent, et c'est marrant parce que je crois que la dernière conférence que j'ai faite, je termine sur l'intention. Et là encore, ça me semble être la clé, c'est-à-dire que oui, on peut se retraumatiser à force de raconter son traumatisme, mais en revanche, si je mets l'intention d'en sortir et d'incarner surtout ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train de dire, ça change tout. Et en hébreu, l'intention, c'est kavana, mais c'est aussi... non, je sais plus ce que je voulais dire. La kavana, c'est l'intention, mais c'est aussi la racine du mot kivun, qui veut dire direction. Et en fait, j'incarne les choses, quand je mets de l'intention dans ce que je fais, je me donne une direction. Et là, la direction, c'est, bah, je veux me défiger. Je veux sortir de mon traumatisme. Donc, tout est dans l'intention, il me semble.